Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour le 28e épisode du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de vous proposer une discussion passionnante autour de la médecine alternative et de la santé holistique. Et pour cela, je reçois Maëlia Legrand, qui est naturopathe et fondatrice de l'entreprise Manalab, qui propose des compléments alimentaires à base de plantes adaptogènes. Maëlia s'est passionnée pour la santé holistique et pour toutes les médecines ancestrales, car elle a grandi avec un TDAH, c'est-à-dire un trouble du déficit de l'attention, ainsi que d'une anxiété permanente. Et du coup, grâce à une hygiène de vie saine ainsi qu'à la prise de plantes médicinales et adaptogènes, elle a pu atténuer les symptômes du TDAH et retrouver une santé mentale et physique. Clairement, tous ces sujets me passionnent, elle a énormément de connaissances et d'expérience dans le domaine et je suis certain que ce podcast plaira à tous les geeks de la santé au naturel. Je vous laisse maintenant avec ce bel échange et je vous souhaite une très belle écoute. Ce podcast est sponsorisé par l'entreprise Inaltera, une entreprise qui propose des appareils et une technologie de mise à la terre qui permet de réduire le stress, l'anxiété, les douleurs chroniques, ainsi que d'améliorer son sommeil, sa vitalité et sa performance. Grâce à ces appareils, on peut réduire le stress oxydatif de notre corps et se recharger en électrons pendant que l'on travaille, pendant que l'on dort ou pendant même qu'on est en train de manger, de regarder la télé. Il existe de nombreux gadgets qui permettent de réduire, d'atténuer le champ électromagnétique que génèrent nos appareils et ainsi nous préserver, nous protéger de ces ondes électriques qui peuvent avoir un impact sur notre santé et sur nos cellules. Personnellement, j'utilise ces appareils depuis plus d'un an. Je dors depuis plus d'un an sur une natte de lit, c'est-à-dire que je passe 8 heures par nuit connecté à la Terre, ce qui me permet de me recharger en électrons, de décupler ma qualité de sommeil et de me réveiller le matin frais et prêt à l'attaque. Je travaille beaucoup aussi sur le bureau, à faire mes dessins, à faire ces podcasts, à tourner des vidéos, à faire des montages. Et du coup, j'ai tout le temps les pieds sur un tapis universel de mise à la Terre qui me permet toujours de rester connecté à la Terre et de me recharger en électrons pendant que je travaille. J'utilise plein d'autres gadgets qui me servent dans mon quotidien à optimiser ma santé. Si tu veux en savoir un petit peu plus, je te mets un lien en bas de la description. Tu pourras accéder à la boutique et regarder un petit peu le catalogue et tu peux bénéficier d'une réduction de 10% sur toute la boutique avec le code LECIRCADIEN. Je te laisse découvrir la boutique et les produits avec le lien en bas de la vidéo. Et je t'embête une dernière fois, si les podcasts te plaisent, si tu aimes le contenu, sache que tu peux soutenir mon travail en faisant un don du montant de ton choix. L'argent récolté servira à améliorer le contenu, la qualité de l'audio et de la vidéo. Pour faire un don, il y a un lien en bas de la vidéo. Merci à toi. Alors moi j'ai une petite tradition dans mon podcast, c'est de commencer toujours le podcast avec un petit tour d'inclusion. Donc en fait il s'agit de partager un petit peu l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Euh, L'énergie dans laquelle tu es, ça peut être quelque chose aussi de stressant que tu as envie de déposer pour pas que ça entrave l'échange. Ok. Donc l'énergie dans laquelle je suis maintenant, là, tout de suite, ou en Yes, ce moment? en ce moment ouais. Je suis passée par une grosse période, enfin une grosse période, non, c'est pas vrai, pas si grosse que ça, mais une semaine de reprise de 2024 assez compliquée avec beaucoup de doutes, d'anxiété, etc. Mais là, actuellement, tout de suite maintenant, je me sens bien, j'ai de l'énergie, j'ai envie d'avancer, un peu de soulever des montagnes. Donc j'ai cette petite niaque là qui est revenue et je suis très contente de l'avoir. Hmm, trop bien. Y a rien de mieux pour commencer l'année. Exactement. C'est un peu l'énergie que j'avais envie d'avoir en ce début d'année et ça a pris une semaine à peu près pour arriver, mais c'est bien, j'y suis. Génial. Et je pense que j'ai l'impression que c'est le mood un peu de tout le monde parce que tous les amis avec qui je parle, je sens que là, 2024, en termes d'énergie, il y a vraiment quelque chose une grosse force de création qui se met en marche et ça fait plaisir. Et En moi, fait, pour c'est faire un peu, comment? je dis c'est un petit peu un des deux. C'est où t'as l'impression d'être un peu dans un vortex et tu sais pas ce qui t'arrive et tu cherches justement à prendre un peu d'air ou au contraire, ça y est, t'as chopé l'énergie et t'es à fond. Et toi? Ouais, c'est ça. Bah moi, je suis dans une excellente énergie. Tu sais, comme je t'avais dit juste avant en off, j'ai passé une semaine là à Grenoble avec les copains pour le Nouvel An. Et en fait, ça a vraiment changé un petit peu mes croyances, ça a cassé un petit peu mes paradigmes. Parce que j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à être seul dans mes routines, dans la productivité, à toujours faire la même chose. Et du coup, d'avoir goûté un peu à cette amitié, à vivre ensemble, à se faire des câlins le matin, à, à faire des cercles de parole pour parler un petit peu de nos blessures, etc. Bah, j'ai vraiment pris conscience en fait que les relations, l'amour, c'était en haut, en fait, au top niveau, avant même le sommeil, avant même l'alimentation, avant tout. Je pense que c'est vraiment le truc qui nous fait garder la santé sur le long terme.
Et du coup, j'ai envie d'en faire la priorité pour 2024, euh, de garder en fait, de cultiver des relations sociales, des liens très forts, et pas de voir mes amis une fois par an comme je pourrais avoir l'habitude de le faire. Donc ça m'a vraiment changé des paradigmes. Et voilà. Bien que après j'ai quand même plein de projets comme toi, j'ai une grosse énergie de création, plein de Ouais. projets, plein de choses qui vont se mettre en place et du coup ça me galvanise et là j'ai envie d'y aller pleine balle. Ouais, c'est top. Bah, tu sais, je sais pas si tu as vu cette étude. Alors moi, je suis un peu une tarée de sciences, donc je pense beaucoup, beaucoup en études cliniques. Mais tu as une étude qui est pas toute jeune d'ailleurs, qui est assez vieille, qui montre qu'un enfant, en fait, s'il est pas porté par sa mère ou par quelqu'un, s'il n'a pas ce contact humain, il va mourir, même si tu lui donnes à manger, même si tu lui donnes à boire, etc. Et s'il n'a pas ce contact humain, en fait, il va mourir. Je pense que on sous-estime très largement l'importance qu'il y a dans le contact humain avec le Covid qui nous a écartés, avec justement notre société actuelle qui nous pousse à être un peu distants les uns envers les autres. Je pense que c'est important, parce que ta réalisation, elle est importante et je pense que c'est bien d'en faire ta priorité pour cette année parce que on a tendance à l'oublier, mais on en a besoin aussi. Complètement, ouais. Et surtout que je parle beaucoup de santé au naturel, de bien manger, de prendre le soleil, de faire super attention à son sommeil. Et en fait, je parle Ouais. jamais des relations sociales, tu vois, parce que bah j'avais pas un style de vie qui allait vers les relations sociales. Mais du coup là, je vais le mettre en avant parce que bah mine de rien, ça fait partie c'est un gros facteur de santé. Et pour même te dire, tu vois, sur les réseaux, je suis le circadien, donc c'est le gars qui est structuré dans la routine, qui respecte les rythmes, les cycles, etc. Et là, cette dernière semaine, c'était n'importe quoi. C'était des couchers à minuit, à 2 heures du matin. Les repas, c'était totalement décalé. On dormait pas forcément beaucoup, mais on dormait bien. Et pourtant, j'avais une belle énergie parce que bah, il y avait cette énergie de groupe, cet amour dans le groupe, du lien social qui faisait que t'étais galvanisé en fait. Donc, ça a remis plein de croyances en question, tu vois. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je Ouais. pense que c'est un équilibre à avoir. Je pense que c'est encore mieux, même, si tu arrives à avoir un rythme qui correspond à ton corps, biologiquement parlant, et que en plus tu arrives à implémenter un maximum justement de liens sociaux. Hmm, complètement. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours. Qui es-tu et comment t'es devenu une geek des études scientifiques? Comment t'es devenu une geek de la santé au naturel, un peu comme moi, avec toute cette passion pour le bien vivre, pour les plantes, pour tout ça? Alors j'ai essayé d'être assez synthétique, ce qui est très compliqué pour moi. Je suis pas du tout synthétique à la base. En fait, j'ai grandi avec pas mal de problématiques autour de la santé mentale parce que j'ai grandi avec un TDAH. Je sais pas si tu sais un peu ce que c'est. Globalement, un trouble de la concentration, des fonctions exécutives un truc qui peut te pourrir la vie parce que tu te sens différent, parce que tu as des petites problématiques, notamment au niveau de l'anxiété, de la concentration, de la mémoire, etc., qui font un peu la différence par rapport aux autres. Donc c'est vrai que ça a toujours été un peu compliqué. J'aimais pas particulièrement l'école, mais par contre, quand j'avais quelque chose qui m'intéressait vraiment, je pouvais m'y mettre à fond et devenir du coup un petit peu. Là, on parlait de lien social tout à l'heure. Pendant très longtemps, ça a été compliqué pour moi. Je me mettais un peu dans ma bulle, justement en mode geek. Euh, donc, euh, j'ai grandi avec ça. Et à côté de ça, j'ai quand même essayé de suivre au début un parcours assez classique. Donc, j'ai fait une école de commerce. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et que le monde de l'entreprise, de manière très classique, tu vois, je bossais dans des gros groupes, dans des grosses boîtes, ça me correspondait pas du tout. Et du coup, j'ai viré un petit peu de bord il y a quelques années maintenant, il y a un petit paquet d'années maintenant. Je suis devenue naturopathe. J'ai fait une formation aussi pour devenir nutritionniste à Stanford, aux US. Et j'ai fait justement une formation pour devenir prof de yoga aussi. Donc je me suis vraiment tournée vers ce côté plus naturel, d'abord pour solutionner mes propres problèmes, de manière très égocentrique. Et en fait, d'une certaine manière aussi pour retrouver d'abord un lien avec la nature, avec justement des choses assez simples qui permettaient justement de solutionner mes problèmes qui n'avaient pas été solutionnés par, entre guillemets, la, la vision qu'on a très classique de la prise en charge de la santé mentale notamment, en France notamment. Et enfin bref, de fil en aiguille, je me suis vraiment passionnée pour ces sujets-là et j'ai décidé d'en faire, entre guillemets, ma mission de vie.
pour l'apporter justement au plus grand nombre. Et c'est ce qui m'a amené à créer ma boîte justement dans cet univers-là aussi. Super. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as complètement. Est-ce que ça se guérit un TDAH ou on peut temporiser les symptômes? En fait, tu peux pas guérir un TDAH parce qu'un TDAH, c'est un fonctionnement particulier de ton cerveau. Ça veut pas Ok. dire que... alors, il y a une théorie. Après, est-ce que... moi, je ne donnerai pas mon avis sur les théories dans lesquelles, entre guillemets, je crois, etc. Mais il y a une théorie qui est assez intéressante qui dit que les TDAH, c'est juste... On a tous des cerveaux différents, on le sait très très bien. Euh, mais le TDAH, c'est une manière un peu particulière dont le cerveau s'est développé. Et déjà, ça concerne quand même une assez grosse portion de la population, jusqu'à 3-4% de la population, c'est pas rien. Et c'est juste une manière de se développer, c'est-à-dire que y a certaines personnes qui se sont concentrées sur certaines capacités cérébrales et d'autres qui se sont concentrés sur d'autres. Et tu vois, si Hmm. par exemple tu prenais quelqu'un qui a un TDAH et tu le mettais à l'époque préhistorique, il y aurait de fortes chances en fait qu'il s'en sorte mieux que les autres. Donc en fait, c'est juste un fonctionnement différent. Le problème, c'est que dans la société actuelle, c'est un peu plus compliqué de vivre avec parce qu'on a une pensée qui est assez normalisée, un mode de fonctionnement qui est assez normalisé, des horaires pareils qui sont normalisés, etc. Et on suit un peu tous le même chemin et parfois ça peut ne pas correspondre de la même manière, en tout cas, à des gens qui ont un TDAH ou qui ont un autre développement, enfin, on appelle ça des troubles neurodéveloppementaux. Si tu enlèves trouble, c'est juste un fonctionnement neurodéveloppemental, enfin un développement neurodéveloppemental qui est un peu différent. Voilà, pour certaines personnes, ça peut poser problème. Mais je ne verrais pas ça comme quelque chose qu'il faut guérir. Je pense qu'il faut juste apprendre à vivre avec, Hmm. apprendre à en faire une force, éventuellement trouver le moyen d'avoir un style de vie qui correspond à ce fonctionnement-là, mais se dire que c'est guérir et que c'est une maladie et que je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là. Je pense que Ok. c'est dommage de le voir comme ça. Mais par Hmm. contre, bien sûr, bien évidemment, tu peux mettre en place des choses qui vont faire que tu arriveras à bien vivre avec dans la société actuelle et que ça va pas t'handicaper. Et je crois d'ailleurs que j'ai écouté là récemment des podcasts en anglais. Donc Ouais, eux en anglais ils disent ADHD et ouais, en fait ils disent qu'il y a une augmentation des TDAH, donc des troubles de la concentration, etc. En lien en fait justement avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui un enfant à 5 ans il a le smartphone de sa mère dans les mains, ils sont déjà en train de scroller, de regarder des vidéos, ils sont plus au contact comme nous on a connu, on a eu encore la chance de connaître ça, de d'aller jouer dehors, d'aller dans le sable, de mettre les mains dans la terre, de jouer vraiment avec son corps, avec son physique. Aujourd'hui les jeunes ils sont déjà devant les écrans et en fait, ça crée des gros problèmes au niveau du cerveau, au niveau du développement cérébral, des voies dopaminergiques. Et en bien fait, il y a sûr. une augmentation des TDAH. Et je pense que, est-ce que selon toi, ça pourrait devenir presque une norme? En plus, c'est en train d'empirer. Hein, c'est de pire en pire. On est de plus en plus devant les écrans. On n'arrive plus à être concentré. Dès qu'on appuie un écran, on commence à trembler, etc. Est-ce que tu penses que ça peut empirer, ça peut créer comment dire, une population un peu, comment dire, je dirais pas cérébrée, mais un peu, tu Ouais. vois. Alors, je vois ce que tu veux dire. Je pense que, alors, d'un point de vue scientifique, non, ça peut pas devenir une norme, dans le sens où, en fait, le TDAH, comme la bipolarité, par exemple, c'est quelque chose qui, tu l'as quand t'es petit. Tu l'as depuis que t'es Hmm. petit, c'est pas quelque chose qui se développe. Euh, c'est pas quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui, génétiquement parlant, en fait, tu as un bagage génétique qui va faire que tu as un TDAH ou non. Par contre, il y a quelque chose qui est très vrai dans ce que tu dis, c'est que on a quelque chose qui s'appelle justement la neuroplasticité, la plasticité cérébrale, qui fait que notre cerveau évolue progressivement en fonction de son environnement, interne et externe, hein, aussi de ce que tu manges, hein, parce que ton cerveau se développe aussi, enfin se change progressivement en fonction aussi de ce que tu manges, ça a un impact. Mais en fonction de ton environnement, il y a des changements, et il y a aussi des changements au niveau épigénétique, donc sur quelques générations. Donc je pense que ça fait sens de penser ce que tu es en train de dire. De là à dire que tout le monde sera vraiment TDAH, je pense pas. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui fait partie des manuels, justement, des troubles neurodéveloppementaux. C'est vraiment un fonctionnement très différent. Par contre, que tout le monde ait des symptômes que les TDAH ont et que du coup tout le monde se mette à batailler avec les problématiques
que les TDAH rencontrent? Là, je pense que oui. Je pense que oui, Hmm. parce que justement, on vit dans un environnement où nos cerveaux sont en train de se progressivement de se modifier. On rencontre des problématiques qu'on ne rencontrait pas il y a pas si longtemps que ça. C'est pareil, l'autisme, pareil. L'autisme est en pleine croissance. On sait qu'il y a un impact aussi au niveau de la nutrition. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont, enfin, qui sont en train d'évoluer. Donc, ta théorie peut faire sens. Est-ce que je pense que c'est vraiment ce qui va se passer? Peut-être pas. Mais en tout cas, je pense qu'on va tous rencontrer les mêmes. euh, ce que nous, on considère comme des handicaps maintenant. Je pense que oui, ça va se populariser et que on va tous avoir des problématiques de concentration, de mémoire, de sommeil, parce qu'on vit dans des environnements qui sont pas. Qui sont pas adéquates en fait à notre biologie. On s'est développé, enfin technologiquement parlant, on s'est développé hyper vite. On vit maintenant dans un environnement qui est complètement différent d'il y a une centaine d'années et en à peine 100 ans. Et nous, enfin, génétiquement parlant, biologiquement parlant, on ne s'est pas adapté à ça. On On n'a n'a pas pas eu le eu temps assez de temps d'évoluer, pour ouais, ça. clairement. Ben, pas du tout. On n'a Hmm. pas du tout eu assez de temps pour se développer de cette manière-là. Et encore plus au niveau des femmes qui ont aussi les hormones qui jouent, avec les perturbateurs endocriniens, avec la pilule, avec tout ça. En fait, le truc, c'est qu'on est en train de modifier nos corps et qu'on se rend compte que bah, c'est pas sans effet secondaire, quoi. Clairement. Hmm. Et toi, justement, qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour contrer un petit peu ces effets que tu peux avoir de temps en temps? Alors, ce que je mets en place, l'organisation pour moi c'est très très compliqué. Donc j'essaye de maintenir une organisation, j'essaye de m'organiser, mais pour tous ceux qui ont un TDAH, je pense qu'ils pourront dire que c'est compliqué. Donc j'essaye en fait d'avoir des petites routines. C'est-à-dire que, et pourtant hein, j'ai passé les 5 dernières années à l'étranger, donc autant te dire que quand tu es en train de voyager d'un pays à l'autre avec des changements d'horaire, etc., une routine c'est pas facile à avoir, mais Ouais. c'est vrai que quand tu as la possibilité d'en avoir une, là, tu vois, depuis que je suis rentrée en France, le matin, pour faire baisser justement cette potentielle anxiété que je peux avoir le matin en me levant, euh, je vais directement ou marcher ou courir ou faire à peu près 40 minutes de sport. Enfin, quand je te dis du sport, ça peut être n'importe quelle activité, mais globalement, moi, j'aime bien courir. Donc, c'est ce à quoi je me rattache. Et puis c'est pratique, t'as pas besoin, t'as pas des trucs que tu pourrais oublier. Donc là, tu prends tes baskets, tu sors, tu vas courir et tu reviens. Bam, c'est fait. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Mon alimentation, je fais très attention à mon alimentation parce que je sais très bien que une alimentation qui est trop sucrée, tu vas avoir un pic de glycémie et ta glycémie, ça va avoir un impact sur ton moral, sur ta capacité à te concentrer, sur ta mémoire aussi, parce que tu vas être distrait. Ça va avoir un impact sur ton irritabilité. Donc, bien évidemment, la nutrition, c'est une grande partie de ma vie. Et, euh, bah, sinon, j'aurais pas monté ma boîte dedans. Bien évidemment aussi, je me supplémente avec des choses qui sont 100% naturelles. Parce que souvent, ce qu'on conseille quand justement, on a du mal à se concentrer, on a des problèmes de sommeil, etc., tout de suite, le premier réflexe en France, en tout cas, c'est d'aller sur des médicaments. Des médicaments pour dormir, des médicaments pour se concentrer, donc des stimulants ou des amphétamines, tu vois, par exemple. Dans le cas d'un TDAH, en général, on te file des amphétamines ou des anxiolytiques pour abaisser les niveaux de stress et abaisser l'anxiété. Le problème, c'est que bah, moi, j'ai testé, hein, j'ai rien à dire là-dessus parce que forcément, comme tout le monde, j'ai testé tout ça. Ça me convenait pas et donc maintenant j'ai implémenté donc un style de vie qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré et une supplémentation mais qui est 100% naturelle et qui va pas avoir d'effet secondaire sur le long terme et qui va pas me changer mon fonctionnement ouais, je vais pas me réveiller dans quelques années en me disant mince, pourquoi est-ce que j'ai fait cette bêtise? Je suis déjà passé par là, c'est fini. Là, je repars plus là-dedans, quoi. Ouais, je comprends. Donc du coup, ça explique un peu la création de ta boîte avec ces petits élixirs là. Un pour le Ouais, focus et la concentration et l'autre pour le sommeil. Donc du coup, ça rejoint un petit peu cette problématique que tu as, c'est que tu as cherché une solution concrète pour vraiment t'aider à lutter contre ça, à retrouver cette productivité, cette mémoire et puis favoriser le sommeil. Et finalement, je pense à jouer un petit peu avec ces pics de stress et de cortisol qu'on peut avoir des fois, qui peut être un peu déréglé avec le mode de vie. Ouais. exactement. C'est un peu. En fait, je me suis très vite rendu compte que mon système nerveux était complètement déréglé, que mon système hormonal était complètement déréglé. Et rappelons-le, le système hormonal et le système nerveux, concrètement, c'est pas la même chose, mais ils sont
tellement connectés que si tu en as un qui est déréglé, l'autre il va être déréglé aussi. Quand on dit Hmm. que le cortisol, on dit oui, le cortisol c'est c'est lié au stress. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une hormone. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne se rend pas compte que les hormones enfin un certain nombre d'hormones ont un impact direct sur le système nerveux, sur les neurotransmetteurs. Et de la même manière, en fait, on le voit très bien au niveau des femmes. Les femmes, quand on a justement des variations hormonales, notamment au niveau du syndrome prémenstruel, donc la partie juste avant les règles, on voit que c'est justement ces fluctuations hormonales qui font qu'on a un impact sur notre santé mentale, sur notre bien-être mental. Et donc oui, moi, je me suis tournée vers ça parce que je me suis rendu compte que j'avais ces deux systèmes-là qui étaient complètement déréglés et que la meilleure chose pour les régler de manière naturelle, c'était le style de vie et un certain type en fait de plantes et de champignons qu'on appelle les adaptogènes, qui vont justement venir régler le système hormonal et le système nerveux, en jouant notamment sur la production de cortisol. Mais c'est pas que, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup justement à ce niveau-là. Donc je me suis orientée vers ça pour moi, mais aussi parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, et alors encore plus dans le monde des entrepreneurs. Le monde des entrepreneurs, c'est faut être fort, faut être productif, faut être performant, faut être un bourreau de travail, et je sais, je le suis, hein, mais ça s'appelle, justement, toi qui parlais de l'univers américain, ça s'appelle la hustle culture. Et en fait, on a ça, moi, j'étais à fond dans le biohacking à une période. Il faut vraiment, vraiment, La vraiment même. être. Mais ouais, mais bien sûr. Mais après, c'est bien, je trouve que c'est génial parce que ça permet d'apprendre à te connaître. Mais on a encore plus chez les entrepreneurs, mais bien évidemment aussi chez tout le monde, on ne prend pas assez en considération la santé mentale et le bien-être mental. Et en fait, quand on dit santé mentale, les gens s'imaginent, oui, c'est une histoire de maladie, etc. Non, la santé mentale, alors de tête, je vais essayer de me rappeler de tête, hein, mais la santé mentale, la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être qui te permet de surmonter les stress quotidiens de manière normale, de travailler de manière efficace, productive, donc concentration, etc., de ne pas être embrouillé, en fait, de ne pas avoir un flou mental qui t'empêche de réfléchir, de fonctionner correctement, et d'être capable d'apporter à la communauté. Donc, en fait, c'est-à-dire d'avoir aussi ce lien social-là. La santé mentale, la définition, tu regarderas, hein, mais globalement, c'est ça. Et Hmm. quand tu sais ça, tu te dis, mais ok, mais en fait, on n'en parle pas assez, on n'en prend pas soin assez. T'as plein de compléments alimentaires pour avoir une jolie peau, pour avoir des jolis cheveux. Ok, c'est très bien. Mais en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu te sentes bien dans ta vie de tous les jours, que tu arrives à avoir des relations sociales, que tu arrives à bosser et faire un boulot qui t'épanouit, et que tu te sens bien. En fait, je trouvais que on n'en parlait pas assez. Et moi, en tant que naturopathe, nutritionniste, justement, t'en apprends beaucoup sur les compléments alimentaires, sur tout ce qui existe, et à quoi ça sert. Et je trouvais qu'en fait, il n'y en avait pas assez qui s'adressaient au bien-être mental de manière naturelle. Hmm. Ça me parle énormément ce que tu dis parce que je suis passé par là. Et tu sais, quand j'ai repris ma vie en main il y a à peu près 9 ans, bah, Ouais, j'ai commencé à lire des bouquins de développement personnel. Donc ça a été du Tony Robbins. ouais, Sur Internet, c'était du David Laroche, Franck Nicolas. Et on t'apprend ce truc très américain, très masculin de il faut y aller au charbon, faut être productif, faut dormir 5 heures par nuit, faut faire une routine matinale à 4 heures du matin. Et si t'as pas déjà on accompli a tous fait toute ta ça. journée, les 2 premières heures, t'as raté ta vie, quoi. Tu t'avanceras pas. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour se cramer, parce que déjà, tu Ouais, prends pas soin de ton sommeil. T'as des coups de barre, donc tu te butes au café. Moi, je me butais au café, aux douches froides pour me donner des boosts, tu vois. Et finalement, bah, tu rentres dans ce cercle vicieux de je crée trop de cortisol, trop de nervosité. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est quand vraiment j'ai pris conscience donc il y a eu cette ouverture à la spiritualité et ce retour vraiment aux fondamentaux, à la nature, au fait d'être calme, de faire les choses calmement, que du coup je me suis un petit peu, j'ai temporisé, je lâche la pédale. Mais j'ai encore des fois ce truc, des fois je retombe dans mes travers. Il y a des fois je vais être dans ma bulle, je vais vouloir voir personne parce que non, il faut que je travaille, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais il faut trouver un petit peu ce juste milieu. Et pareil, le biohacking, j'étais à fond dedans. Je le suis toujours un peu parce que j'ai toujours mes appareils de mise à la terre, mes lunettes anti-lumière bleue parce que j'essaie de contrer un petit peu ce mode de vie artificiel. Mais en ouais, même temps, j'arrive maintenant à trouver l'équilibre. Et je pense que tu dois être comme moi, quand tu découvres un domaine, tu pars à fond dans l'extrême. Tu ouais, vas pleine balle dans le truc pour aller voir.
Et au bout d'un moment, tu te crames, tu te blesses, tu te fatigues, tu te rends compte que bah en fait j'y suis allé trop fort. Et ensuite tu Ouais. reviens vers la voie du milieu, toujours la voie du milieu. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Et en fait, pour certains en tout cas, dans nos tempéraments, on a besoin d'aller dans cet extrême pour se rendre compte que ouais, finalement, il y a un milieu à trouver. Mais c'est surtout quand je pense on n'a pas compris en fait le truc. C'est-à-dire que je suis pareil que toi, c'est-à-dire que j'ai été végane, donc je suis devenue végane il y a 7 ans. Là, je suis majoritairement végane. Il m'arrive de manger un peu de poisson de temps en temps, mais globalement, mon mode de consommation il est majoritairement végane parce que je trouve que c'est un fonctionnement qui me correspond bien. On a besoin d'un peu d'œuf, on a besoin d'un voilà, mais avec parcimonie et on n'a pas besoin de grande quantité de viande rouge, etc. Bref, ça c'est mon avis et c'est pas forcément le sujet. Mais quand je suis partie, enfin justement quand je me suis lancée dans l'univers du véganisme il y a 7 ou 8 ans, je suis partie à fond et je suis devenue végane crue. Donc je mangeais que du cru. Bref, Mhm. grosse catastrophe. Il faut que ce soit très très bien fait. Il faut que tu vives dans un pays très chaud si tu veux le faire. Enfin bref, peu importe. Et donc j'ai eu un peu le même fonctionnement que toi. Et c'est pareil dans la productivité, dans tout ça, j'y suis partie à fond. Et beaucoup trop à fond. Et je pense qu'on n'a pas compris que, et ça je m'en suis rendu compte quand tu voyages, en fait, quand tu voyages en Asie, tu t'en rends compte, c'est-à-dire que tu rencontres des gens qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement performants, extrêmement productifs, et pourtant, ils ont cette sérénité et ce calme. C'est-à-dire qu'en fait, on nous apprend, on nous dit que oui, pour être productif, il faut montrer, entre guillemets, que tu es productif, il faut être tout le temps dans l'action, dans plein de trucs, etc. Alors qu'en fait, la productivité, c'est au contraire, c'est d'avoir les idées claires. Pourquoi est-ce que les gens qui sont les plus productifs méditent? Moi, c'est un truc de fou, je me rends compte, tous les gens que je trouve hyper productifs, je me rends compte qu'en fait, au final, ils méditent, ils ont un style de vie qui est sain, ils ont un style de vie qui est posé, etc. C'est parce qu'en fait, ils sont dans l'efficacité. Et donc, en fait, ils sont sereins, ils sont posés, ils sont pas stressés, pas trop anxieux, ils gèrent leur anxiété, ils prennent vraiment du temps pour justement gérer l'anxiété, avoir des moments dehors, etc. Et c'est cet équilibre-là, ce, 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 ce petit peu de chaque chose, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, prendre du temps pour bien manger, pour pas toujours être dans la précipitation, qui fait que ce sont ceux qui sont les plus efficaces et les plus productifs. Et je pense que c'est un peu ça revient un petit peu à ce que tu disais, c'est trouver cet équilibre qui fait qu'en Ouais. fait, au final, tu deviens plus efficace, plus productif en trouvant un équilibre et en pensant justement à, en mettant en place des choses qui te permettent de te faire du bien. Mhm. Et tu vois, moi, c'est un peu mon mode de vie aujourd'hui, c'est-à-dire que je vais pas bosser. Alors, j'aime bien avoir un compteur. J'ai un truc qui s'appelle Clockify pour savoir un peu le temps de Ouais, travail que je fais, tu vois. Et par contre, c'est vraiment des blocs temps où c'est du deep work. Vraiment, je me mets ça. Et généralement, une journée, je travaille, on va dire, 4 heures, mais de manière très intense, très ouais. focus. Et le reste du temps, bah, c'est ma routine matinale, prendre le soleil, aller faire mon sport, prendre le temps de manger, faire une petite sieste si j'en ai besoin, aller me faire une balade en bord de mer. Et finalement, je me rends compte que j'arrive à être productif, tu vois, à faire beaucoup de choses en peu d'heures, plutôt que de faire des 8 heures comme on fait quand tu es employé. Et finalement, si tu comptes tes 8 heures de travail, en fin de compte, t'as pas eu 8 heures de travail effectif. Il y a plein de choses où t'as rien fait, t'as perdu un peu ton temps. Et du coup, en fait, je tends plus vers ça. C'est-à-dire que le matin, j'ai mon pic de focus. Après ma routine matinale, après avoir pris ma petite douche froide et mon petit déj, bah là je peux être productif toute la matinée. Puis vers la fin de matinée, je vais avoir envie de m'entraîner pour me dépenser un petit peu, manger, faire quelque chose d'un peu de relaxant, peut-être même une sieste si j'en ai besoin. Et puis après je repars pour travailler. Puis le soir, je peux aller me refaire une petite balade et quelque chose comme ça. Et ça fait du bien, tu vois. Et du coup, bah forcément, t'es plus productif, t'es moins stressé, tu dors mieux. Et après, c'est un cercle vertueux. Mais ça demande d'apprendre à se connaître, ça demande à faire les erreurs pour après trouver son truc. Et chacun, par exemple, toi, tu commences ta journée avec du sport, et peut-être qu'après, tu vas être pleine balle productif. Donc, c'est vraiment chacun de trouver la manière qui lui convient. Et justement, ton système, quand tu parles de justement, toi, t'es plus efficace le matin, etc. On a notamment les femmes, on a grandi une société qui est justement tournée plutôt vers la productivité le matin, et puis après le soir, c'est plutôt pour les after work, parler avec des gens, etc. Et en fait, on se rend compte que
alors là pour le coup c'est hormonal, le rythme circadien des femmes est différent de celui des hommes. On a deux rythmes et il y a beaucoup de femmes qui se sentent beaucoup plus productives l'après-midi. Donc en fait c'est vrai que moi je suis plutôt le matin, c'est au contraire j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de faire sortir ce stress, cette anxiété, etc. Et de vraiment prendre du temps pour voilà, je laisse tout partir. Et après, l'après-midi, je suis beaucoup plus productive. Donc, en fait, chacun doit trouver un petit peu son rythme. Mais tu as raison. Alors, moi, je suis à plus de 4 heures. Mais parce que aussi, je suis en plein. Je suis toute seule à gérer Manalab. Donc, forcément, bah, il y a pas mal de choses qui tombent. Et j'ai pas le moyen de. Vu que je peux pas outsourcer pour l'instant. Donc, je suis obligée voilà, de bosser peut-être un peu plus. Mais je tends vers ça aussi. J'espère un jour pouvoir me dire, bah, ces heures de focus, justement, tu les limites à, par exemple, que l'après-midi. Et tu arrives à tout faire l'après-midi. Je tends vers ça. Pour l'instant, j'y suis pas encore, hein, mais je tends vers ça. Ouais, chacun chemine, hein. Ouais, Chacun exactement. chemine. Puis il y a des jours où on arrive à travailler plus, des jours où on arrive à travailler moins, ça dépend vraiment Ouais, de tout le temps. Et par contre, ouais, tu vois, je vais travailler moi du lundi au dimanche. Il y a pas de, je me prends jamais de jour off parce que j'en ai ouais. pas besoin parce que c'est mon quotidien, je l'aime déjà, tu vois. Je suis pareil que toi. Je suis pareil que toi, je bosse le week-end aussi, alors un peu moins. Je me force justement un peu moins parce que c'est le moment aussi où tu peux voir des gens qui sont bah, que tu peux pas voir la semaine parce qu'ils sont trop overbookés, etc. Ouais. Mais je suis un peu pareil que toi. Je bosse aussi le week-end et je trouve que c'est pas dérangeant parce que justement, si t'arrives, je veux pas avoir à me dire, et je pense que toi c'est pareil, je veux pas avoir à me dire toute la semaine j'attends le week-end. J'attends le week-end parce que c'est mon moment où Ouais. je vais. Et c'est un peu le problème, c'est que c'est souvent ce qui arrive, c'est le moment où tu vas te bourrer la gueule. Super, sortie avec tous les gens, etc. Et en fait, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se sentir bien, de faire des choses que tu aimes tous les jours. D'arriver justement à avoir cet équilibre et de pas se dire oh là 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 là, là je vis l'horreur et j'attends que le week-end pour que ça retombe, quoi. Je crois que c'est la pire des choses d'attendre pour vivre. C'est C'est, horrible, hein. Mais ouais, on est beaucoup trop nombreux à le faire. la société qui a créé ça, hein. Le travail, ça devrait être de la douleur. Bah, d'ailleurs, travail, c'est tripalium, ça veut dire torture. Ouais. Et tu profites le week-end, quoi. Mais ça, c'est vraiment le mode que je veux pas, enfin le mode de vie que je veux surtout pas. Et, euh, et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ça, ouais. Exactement. J'aimerais qu'on parle un petit peu de tes petits produits que tu as créés là, de tes élixirs. Ouais. Alors du coup, j'ai pris des notes par rapport aux adaptogènes parce que j'aimerais que tu donnes une définition des adaptogènes et après je te redirigerai vers le choix des compléments, comment bien choisir ces compléments pour bien les absorber parce que toi qui as été dans la naturopathie, qui connais bien les compléments alimentaires, je pense qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Même moi, je me suis très probablement fait avoir. Ouais. Et du coup, je vais faire la petite liste là des adaptogènes. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y Ouais. en avait 3 qui étaient adaptogènes et je le savais pas. Donc, on a le ginseng, on a le rhodiola rosea, on a le basilic sacré, la mélisse, que je ne savais pas qu'elle était adaptogène, la maca, crinière de lion, reishi, L-théanine, le bacopa, l'acérola, ça aussi je l'ai appris, l'ashwagandha et le griffona. Ouais. Est-ce Alors, que tu peux nous en dire quelques mots? alors tout ce qui est mélisse et acérola, et L-théanine d'ailleurs, ne sont pas tout à fait des adaptogènes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas classées comme étant Ok, adaptogènes. Moi, je les utilise justement dans la formulation des compléments alimentaires de Manalab parce que certains sont des nervines et d'autres vont justement avoir des effets qui, en synergie avec des adaptogènes, sont hyper intéressants. Typiquement, tu vois, par exemple, les adaptogènes, c'est vraiment pour venir rééquilibrer le système endocrinien, donc le système hormonal et le système nerveux. Et l'avantage, par exemple, d'utiliser de la L-théanine, qui est un acide aminé en fait qu'on récupère dans le thé vert, va permettre d'avoir un effet instantané. Alors que les adaptogènes, alors il va y avoir un effet instantané pour certaines personnes, mais la plupart du temps, c'est plus sur le long terme. C'est pour ça qu'on les prend sous forme de cure. Alors que la L-théanine, ça va permettre d'apaiser directement 30 minutes à 1 heure, même pas, hein, après la prise. Donc c'est pour ça qu'on les utilise en synergie, histoire d'avoir ce côté apaisement direct et en même temps un travail de fond. Parce qu'on hmm. est tous très très impatients et on a besoin voilà, d'un truc qui agit maintenant tout de suite, tout de suite. Et on a tendance à être voilà, assez impatient, donc c'est pour ça qu'on les utilise comme ça.
Et après, le reste des plantes et des champignons du coup que tu as cités sont adaptogènes, dont justement le reishi qui est un champignon, le lion's mane, donc l'éricium qui est un champignon, et il y a aussi le cordyceps qu'on n'utilise pas encore, mais qu'on Mm. utilisera dans notre prochain produit qui sort là dans un mois, et qui est Mm. un peu différent d'ailleurs. On reste sur quelque chose qui est scientifiquement validé, etc. Mais on quitte un peu le mode de prise complément alimentaire pour aller. Mais bon, voilà, je vais pas te spoiler tout le truc. Et tu me demandais du coup quelle était ta question sur les adaptogènes. Bah, ouais, la définition d'un adaptogène. Alors globalement, en fait, un adaptogène, c'est donc une plante, un champignon, qui va venir agir justement sur le système hormonal et le système nerveux pour rééquilibrer ces deux systèmes-là. C'est-à-dire que si par exemple on est trop anxieux, trop stressé, on est tout le temps dans un mode, en fait, au niveau du système nerveux, ça s'appelle le mode sympathique. Toi, tu dois très bien le connaître. Justement, on est toujours trop stressé, trop anxieux, etc. Ça va venir apaiser justement cette anxiété, apaiser ce stress, permettre au corps en fait de réagir au stress d'une manière beaucoup plus équilibrée et de se rééquilibrer, de retrouver ce qu'on appelle l'homéostasie, qui est l'équilibre du corps. Et de la même manière, donc ça en apaisant le cortisol notamment, et de la même manière, si on a tendance à être, si on a eu une période de stress tellement intense qu'en fait nos surrénales se sont épuisées et qu'on a un petit peu ce qu'on appelle assez communément le burn-out, c'est-à-dire que pouf, on a vraiment une chute à la fois de motivation, de concentration, des problèmes de... Alors ça joue aussi au niveau des problèmes de sommeil, enfin bref, on sent qu'en fait on a tellement tiré sur la corde qu'on a épuisé notre corps. Mm. Et à ce moment-là, notre corps, il a besoin justement d'un petit boost. Il a besoin qu'on remonte un petit peu les fonctions des deux systèmes, notamment le système nerveux et le système hormonal, et qu'on permette justement de retrouver l'équilibre. Donc ce sont vraiment des plantes qui vont fonctionner un peu comme un thermostat. Tu vois, c'est des plantes et champignons qui, quand c'est trop haut, bah hop, ça se coupe et ça va permettre de redescendre, et quand c'est trop bas, etc., ça remonte. Donc en fait, c'est vraiment un thermostat métabolique en fait, en termes de fonctionnement, si je veux vraiment simplifier au maximum la chose. Ouais, pour moi, Et c'est à la vraiment des base, plantes intelligentes parce qu'elles comprennent un hyper peu intelligente. l'état dans lequel t'es et puis elles vont te réguler, donc c'est incroyable. En fait, à la base, ce sont des plantes qui, on en a très peu en Europe parce que notre climat est beaucoup trop clément. Donc, ce sont des plantes et Mm. des champignons qu'on retrouve plutôt dans des pays où les climats sont un peu hardcore, trop froid, trop de vent, trop aride, trop voilà, vraiment, c'est un peu comme la vigne, tu sais, il faut Ouais. entre guillemets la maltraiter pour que le vin soit bon. Ben, c'est un petit peu ça, c'est que ces plantes-là, elles ont développé ces molécules, elles ont développé justement ces principes actifs qui sont très intéressants Mhm. grâce à des climats qui sont tellement arides, ou tellement froids ou tellement durs qu'elles ont développé ces superbes molécules entre guillemets. Et nous, l'intérêt, c'est de se dire ok, elles ont réussi à récupérer ça. Nous, on sait qu'en termes d'impact sur notre biologie, sur notre corps, ça nous permet justement de contrebalancer les stresseurs de notre corps, parce que elles, justement, elles ont créé des molécules qui sont contre les stresseurs. Quand on parle de stresseurs, ça peut être un stresseur psychologique, un stresseur environnemental, un stresseur physique quand on fait aussi trop de sport. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup utilisées chez les athlètes, justement Mm. pour permettre au corps de mieux récupérer. Il y a plein de stresseurs possibles et imaginables. Donc ça permet vraiment voilà, de rééquilibrer tout ça, et on les trouve majoritairement du coup dans des pays qui ont des conditions climatiques qui sont très très dures. Ah, mais du coup, ça me fait penser, tu sais, à ce principe hormétique, l'hormèse, Ouais. où en fait on va venir se renforcer avec un stress court et intense, et finalement, on pourrait même les appeler des plantes hormétiques parce qu'en fait elles vont venir, vu que eux-mêmes en fait grandissent et se renforcent par la loi de l'hormèse, Ouais. elles ont entre guillemets dans leur ADN, dans leur gène, ce truc Mhm. et en fait elles peuvent nous le transmettre et nous accompagner. C'est comme des thérapeutes en fait qui vont nous accompagner, se dire ah bah tiens là je vais te réguler. Ça vient de me faire penser à ça et je trouve ça vachement intéressant du coup le fait que tu dis qu'on retrouve ces plantes vraiment dans des endroits extrêmes Ouais. et du coup ça fait sens en fait. Pourquoi elles sont adaptogènes, elles régulent le stress parce qu'elles l'ont eux-mêmes vécu et que du coup Exactement. par la loi de l'hormèse elles se régulent, elles se renforcent en fait. Et ils ont développé du coup les capacités qui permettent de Ouais, contrebalancer tout ça. Ouais, non, c'est hyper incroyable, intéressant. Et tu incroyable. me posais, ah oui, si, tu me posais la question justement tout à l'heure de comment choisir, etc. Hmm. C'est un peu le problème, c'est que maintenant,
Déjà, c'est compliqué de trouver, de bien sourcer tes, tes matières premières. Il faut faire vraiment très très attention et c'est pareil, toi, quand tu choisis, essaye de toujours trouver des marques ou des labos ou des boîtes en tout cas qui te donnent les informations. En général, ça doit être disponible ou sur le site. Enfin, il faut, plus il y a d'informations, mieux c'est. Moins il y a d'informations sur la provenance des matières premières, sur un peu tout ça, plus il faut faire attention parce que ça veut dire qu'ils ont probablement quelque chose à cacher. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit souvent et c'est normal, hein, c'est tout à fait logique, ça s'appelle la loi du marché. Hein. On voit souvent des poudres poudre d'ashwagandha, poudre de rhodiola rosea, poudre de lion's mane, donc poudre d'éricium, poudre de reishi, etc. Et le problème, c'est que, alors, sur le principe, la poudre, c'est pas mal, tu peux l'ajouter à un smoothie, etc. Pourquoi pas. Le problème, c'est que ces molécules qui sont intéressantes, pour que notre corps puisse les assimiler, il faut d'abord les extraire. Parce que tu as un certain nombre de choses, tu vas avoir de la cellulose, tu vas avoir certaines fibres, etc., qui vont en fait emprisonner ces principes actifs-là. Et si tu casses pas les barrières naturelles qui sont contenues dans les plantes et les champignons, tu vas pas pouvoir récupérer pour le corps humain les principes actifs qui sont intéressants et dont on a besoin justement pour qu'il y ait cet effet normalisateur, cet effet régulateur des systèmes du corps. Et donc, sur le principe, je trouve ça très bien de prendre des poudres, mais malheureusement, bien souvent, ça sert pas à grand-chose. Alors, c'est moins cher, c'est vrai, mais ça sert pas à grand-chose parce que si on n'a pas utilisé une extraction, alors je veux pas partir dans quelque chose de complexe, mais globalement, il faut une extraction avec de l'eau et une extraction avec de l'alcool. De l'eau pour extraire les composés qu'on appelle hydrosolubles et de l'alcool pour extraire les composés qu'on appelle liposolubles. Et si tu n'as pas justement cette extraction-là, ensuite tu fais évaporer l'alcool. Hein, nous, c'est ce qu'on fait. On fait évaporer l'alcool pour pouvoir récupérer et le mettre dans une formulation qui n'a pas d'alcool, parce que tu n'as pas envie de te prendre de l'alcool tous les jours. Mais donc, c'est pas très compliqué hein, comme process, ça se fait beaucoup. Mais tu as besoin d'avoir des produits en fait, qui sont passés par ce process-là. Sinon, c'est comme dire que tu vois, le radis, c'est très bien, ou l'artichaut, c'est très bien pour la détox du foie. Et c'est vrai, hein, c'est super. Mais il faut en bouffer un sacré paquet. Donc sinon, il faut vraiment manger tu vois, les trucs entiers, etc. Donc si tu veux faire une cure, entre guillemets, de détox, il vaut mieux aller vers des extraits. C'est parce que ça sert pas à grand-chose, tu vois, si tu prends des gélules, par exemple, de prendre un radis que tu sèches, tu le mets tu le fais sécher, tu le mous, et tu le mets dans des gélules. Ça fait pas beaucoup quand même comme quantité de radis moulu. Et c'est un peu c'est un peu le même problème, c'est que prendre de la poudre, il en faudrait vraiment beaucoup de la poudre pour qu'il y ait une petite partie qui soit vraiment synthétisée et assimilée par ton corps, quoi. Du coup, petite question là pour t'illustrer. En ce moment, je prends du maca en poudre. Je prends aussi du Griffona, c'est en gélule, c'est en poudre. Je l'ai acheté sur le marché, donc je peux pas forcément. C'est un gars qui fait ça lui-même, donc je connais pas forcément la qualité du truc. Ouais. Et je prends aussi du basilic sacré en infusion. Qu'est-ce que tu en penses? Alors le Griffona, j'imagine que c'est pas forcément le top. Mais qu'est-ce que tu penses de la maca en poudre, moi qui suis un grand fan du goût et de ses propriétés? Alors, justement, alors c'est top que tu aies donné ces exemples-là, parce que, alors on va commencer par le Griffonia. Le Griffonia, en effet, ce qui est intéressant dans le Griffonia, les études cliniques portent sur ce qu'on appelle le 5-HTP, qui est contenu dans le Griffonia. Si dans ton Griffonia, il y en a forcément du 5-HTP, mais le problème c'est que il en faut franchement en grande quantité pour qu'il y ait un vrai effet, et notamment le Griffonia, c'est très recommandé pour tout ce qui est petits problèmes d'humeur, petits down, un petit peu de dépression, etc. Ça va être justement, ça va empêcher la recapture de la sérotonine. Globalement, ça va te permettre d'être un peu plus joyeux, de retrouver un peu cette joie de vivre, et c'est pour ça qu'on l'utilise. C'est pour le côté bonheur. C'est un peu la plante du bonheur. Mais idéalement, en effet, il faut qu'on aille récupérer le 5-HTP. Et donc, idéalement, c'est mieux que ce soit extrait. Et si tu l'achètes sur un marché, il y a peu de chances qu'ils aient les technologies qui permettent de l'extraire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu me parlais du tulsi, donc du basilic sacré, qui est une plante qui est ayurvédique, qui, à la base, est prise justement dans l'ayurveda sous forme de tisane. Donc, c'est très bien. C'est pareil. En termes d'effet, ça va être beaucoup plus doux
entre guillemets, comme effet que de prendre quelque chose qui a été extrait, Hmm. de venir extraire la plante. À côté de ça, moi je pense que tu vois par exemple des infusions de tulsi, de basilic sacré de temps en temps, ça peut être très bien. Et on n'est pas obligé de toujours prendre des grosses doses de plein de choses. C'est très bien aussi de l'implémenter sous forme de tisane, par exemple. Si en plus, si ça te plaît, c'est un moment aussi pour toi. Donc non, honnêtement, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça vient complémenter. Et pour la maca, eh ben, c'est encore plus intéressant parce que, alors la maca, encore une fois, moi je suis vraiment dans tout ce que je fais pour Manalab, c'est vraiment très orienté bien-être mental. Je cherche les molécules, je cherche les trucs qui vont vraiment permettre d'obtenir des bénéfices au niveau de la santé mentale, du bien-être mental. À côté de ça, ces plantes-là, elles ne sont pas exclusivement utilisées pour la santé mentale et le bien-être mental. Tu peux les utiliser pour plein de choses d'autres, et Hmm. notamment la maca. Ce qui est intéressant dans la racine de maca qui peut être moulue, c'est elle a des propriétés qui sont intéressantes au niveau nutritionnel. Il y a plein de choses à l'intérieur de la maca qui sont extrêmement bonnes, qui vont pas forcément être très targetées sur le bien-être mental, parce que c'est vrai que c'est un adaptogène et ça permet de rééquilibrer, mais si tu la prends sous forme justement de racines séchées, ça peut être aussi très positif. En plus, il y a un côté assez... alors, ça dépend des gens, hein, mais moi j'aime bien justement son goût un petit peu noisette, un petit peu, Ouais, j'aime incroyable. bien dans un smoothie, tu vois, honnêtement, j'adore ça. Et donc, tu peux l'utiliser aussi comme un super aliment. Et la manière dont toi tu l'utilises, visiblement, c'est comme un super aliment. Donc ça, je trouve ça vraiment bien aussi, hein. Il y a pas de... Sur la maca, ça fait partie justement des plantes qui sont pas seulement des plantes à utiliser en phytothérapie. Hmm. Ce sont des plantes qui peuvent aussi être utilisées pour le bien-être digestif, pour notamment la partie nutritionnelle avec la maca. Donc c'est intéressant aussi. Honnêtement, c'est Super. intéressant aussi. Le seul truc, c'est que tu vois, par exemple, prenons un champignon, le reishi. Le reishi, tu peux pas le cuisiner. Tu peux pas en poudre, honnêtement. En plus, c'est pas bon. Et puis, C'est dégueulasse pour c'est avoir horrible. goûté. Ah, mais oui, mais bien sûr, c'est horrible. Et en plus, la paroi est tellement. Enfin, les parois de ce champignon-là contiennent de la chitine. Elles sont tellement dures, que ça sert pas à grand-chose. Mais c'est pas le cas de la maca. C'est pour ça que c'est Hmm. bien de se renseigner aussi pas mal. Mais globalement, enfin, c'est comme. Ouais, si tu voulais manger un champignon reishi, ce serait impossible. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant dans le reishi, c'est l'extraire pour en récupérer certaines propriétés. Dans le lion's mane, ce qui est intéressant pour le bien-être mental, c'est d'extraire certaines molécules qu'on appelle notamment les érinacines et les éricénones, qui sont justement deux principes actifs voilà, pour en faire des compléments, etc. Mais c'est assez spécifique aux champignons. Il y a certaines plantes, du coup, notamment comme la racine de maca, qui peut être utilisée aussi tout simplement comme super aliment. Ça va vraiment dépendre chaque ingrédient, entre guillemets. Ouais, ok. Donc si je comprends bien, de manière générale, tout ce qui va être champignons adaptogènes, cordyceps, reishi, lion's mane, il y a le chaga et tout ça, vaut mieux Ouais, le prendre sous forme d'extrait comme toi tu fais, sous forme de liquide, plutôt qu'en poudre, pour ouais, son côté assimilation. ouais, parce qu'en fait, alors j'ai fait une vidéo là-dessus si tu veux sur YouTube, je pourrais te l'envoyer, la mettre en lien si tu veux. En fait, le problème c'est que encore une fois, dans la paroi cellulaire du champignon, il y a de la chitine. Et la chitine, ça va vraiment empêcher. Les champignons, pour nous, c'est très compliqué à digérer. C'est pour ça qu'il faut Ok. toujours les faire cuire, il faut toujours. Voilà. Donc, le problème, c'est que sur un champignon frais qui a été séché, broyé, il y a rien eu il y a eu aucun processus qui permet de dégrader justement cette chitine et donc ça va nous empêcher, en tout cas ça va empêcher notre corps de vraiment bien l'assimiler. Donc oui, en général, il faut toujours chercher, pour les champignons en tout cas, un, un champignon qui a été extrait. Après, tu as aussi des extractions qui sont moins efficaces, mais qui sont traditionnelles. Quand on regarde ces champignons-là, qui étaient utilisés à la base en médecine traditionnelle chinoise, en Chine, eux, au début, sachant qu'ils l'utilisent depuis des milliers d'années, ils n'avaient pas tous ces systèmes d'extraction. Donc en Hmm. fait, ils prenaient simplement des champignons, ils les séchaient, ils les coupaient en plus petits bouts, enfin tout petits morceaux le plus possible, et ils les mettaient dans de l'eau chaude, dans de l'eau très très chaude. Et du coup, ils récupéraient justement un certain nombre de principes actifs via ce système-là, déjà. Et maintenant, heureusement, on a
On a la science et c'est très très bien et ça nous fait avancer sur pas mal de choses aussi et qui nous permet justement de nous dire si on veut récupérer aussi ces molécules-là, il faut faire un autre type d'extraction et voilà. Mais globalement, même à la base, en fait, ils ont toujours été utilisés extraits. Hmm. Ok. Bah, c'est important de mettre cette précision pour éviter justement aux personnes de faire des erreurs dans leur choix d'achat. Et ce serait bête en plus de mettre de l'argent pour des choses qui finalement n'auront aucun effet. Donc merci pour la précision. Et j'ai vu aussi dans tes élixirs, donc tu les extrais avec de l'eau, etc. Pour que ce soit bien disponible. Et tu prends de l'eau dynamisée. Alors je voulais que tu en dises quelques mots sur l'eau dynamisée. Pourquoi ce choix-là? Alors, l'eau dynamisée, c'est un principe en fait de naturopathie. Après, c'est vraiment entre guillemets un petit plus parce que mon laboratoire travaille avec de l'eau dynamisée, donc c'est toujours ouais, pour moi, je vois ça un peu comme un bonus. C'est pas forcément ce sur quoi je décide de mettre l'accent. Mais c'est vrai que c'est un petit plus, c'est-à-dire que c'est de l'eau en fait dont la structure moléculaire a été retravaillée pour faire en sorte que lors de la prise, justement, en termes d'assimilation, ce soit plus efficace, ce soit plus facilement assimilé. Ça part du principe en fait de la mémoire de l'eau. Et c'est qui est d'ailleurs aussi un des principes de l'homéopathie. Même si personnellement, pour l'homéopathie, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je considère qu'il n'y a aucune base scientifique et que moi personnellement, l'homéopathie, je ne suis pas la plus grande prescriptrice, tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir des explications et des preuves scientifiques Hmm. dans mes croyances. Ça fait partie, voilà, ça fait partie des cases à cocher et j'ai besoin de validité scientifique et il n'y en a pas sur l'homéopathie. Mais par contre, sur la dynamisation de l'eau et sur le principe de la mémoire de l'eau, c'est quelque chose qui est étudié et ça vaut le coup, je pense, de se pencher dessus parce qu'il y a des notions qui sont assez intéressantes. Et c'est un peu le même principe aussi, on met des fleurs de bac à l'intérieur pour la partie émotionnelle. Donc c'est vraiment pour venir. Notre but, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est le plus assimilable possible, le plus facile à prendre possible. C'est pour ça que pour l'instant, on fait pas de gélule parce qu'on veut que ce soit vraiment facile, assimilable, que ça rentre dans une routine. Mais voilà, c'est vraiment des petits plus qui nous permettent d'aller chercher justement encore un tout petit peu plus, tout petit peu plus le côté assimilation, qui est mine de rien hyper important parce que c'est bien de prendre des choses, mais si ton corps les assimile pas, ça sert à rien. C'est un peu le problème avec beaucoup de gens qui passent aussi, tu vois, de A à Z, enfin comment est-ce qu'on dit en français qui font une transition beaucoup trop rapide d'un régime alimentaire à un autre, avec un Ouais. régime alimentaire sans fibres et un régime alimentaire avec beaucoup de fibres, beaucoup de choses. Et en fait, leur corps n'a pas le temps de s'habituer, etc. Leur microbiote est pas assez préparé pour ça. Et en fait, ils vont se retrouver ils vont prendre plein de nutriments, plein de vitamines, plein de choses. Résultat des courses, ils vont quasiment rien capter et t'as la moitié des choses qui partent, notamment dans les urines sur certains compléments alimentaires, qui vont justement stagner dans l'estomac et dans le tube digestif, si on parle justement de nutrition. Enfin, l'assimilation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et on n'imagine pas, mais c'est tellement important. Ouais, donc du coup, je parlais de l'assimilation, du fait que on peut bouffer 3000 calories si au final on se gave et qu'on n'assimile rien, ça sert pas à grand chose. Donc c'est vraiment super important et c'est ce que maintenant, tu vois, je fais super attention dans mon alimentation à bien digérer, à pas faire trop de mélange comme je pouvais avoir tendance à faire avant. Et des fois, je le fais encore, mais parce que je recherche ce truc de vouloir mettre trop de nutriments dans l'assiette. Ah, je veux des protéines, je veux tel minéraux, je veux telle vitamine, je veux tel truc, tel truc, tel truc. Et puis finalement, ça devient indigeste et tu digères pas forcément bien, t'assimiles pas. Donc moi, j'essaie vraiment de faire attention à ça, de choisir quelques aliments clés, de bien les digérer pour que l'assimilation soit le plus optimal possible. Ouais. Ouais, mais je pense que tu as tout à fait raison et il faut vraiment que les gens. Après, je pense que chaque chose en son temps. C'est déjà bien, tu vois, d'arriver à faire comprendre
que c'est important, tu vois, de manger des fibres, de manger des légumes les plus verts possibles, de choisir les légumes les légumes et les fruits les plus colorés possibles pour avoir un maximum d'antioxydants, etc. Je pense que c'est déjà bien, tu vois, de communiquer un petit peu sur ces sujets-là. Et de toute façon, je pense qu'avant que les gens soient comme toi et y aillent trop sur les nutriments, etc., je pense qu'il y a déjà faut y aller. Donc Ouais, déjà, je pense que c'est bien d'ajouter pas mal de choses. Mais bien évidemment, quand on a la possibilité d'avoir des petits tricks qui permettent d'augmenter l'assimilation, je vais te donner un exemple tout bête de nutritionniste. C'est si tu prends tu vois, quelque chose qui contient du fer, bah, tu vas prendre un jus de citron par exemple et tu vas mettre un petit jus de citron dessus parce que ça va augmenter l'assimilation du coup du fer qui est contenu dans ton plat par exemple. Il y a des toutes petites choses comme ça qui sont pas mal, je pense, à mettre en place. Et quand on choisit des produits ou des compléments alimentaires, je pense que c'est important aussi de bien vérifier que notre corps sera capable de l'assimiler, quoi. complètement. Super. Là, on a parlé un peu des champignons médicinaux et je voulais qu'on parle un peu de la thérapie psychédélique, parce que tu en parlais sur ton blog. Et c'est un truc Ouais. aussi qui m'intéresse énormément, bien que on va mettre un petit disclaimer que c'est interdit en France et qu'on n'est absolument pas en train de promouvoir ce genre de choses, mais Non. simplement en parler. Est-ce que toi, tu as pu faire des petites recherches, voire même expérimenter? Et quelle est la différence un peu avec les champignons adaptogènes? Alors, comparer les champignons adaptogènes, donc médicinaux, et comparer des champignons hallucinogènes qui contiennent de la psilocybine, c'est comme comparer un chat et un chien. Ça n'a rien à voir. C'est Hmm. vraiment complètement différent. On ne les utilise pas pour la même chose. Les modes d'action ne sont pas du tout les mêmes sur le cerveau. Alors c'est vrai qu'on peut rapidement faire des raccourcis en se disant bah, les deux types de champignons ont un impact sur le cerveau, donc voilà. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les champignons qui sont adaptogènes, donc les champignons médicinaux, ils vont avoir des effets différents en fonction des champignons. Ils vont pas avoir le même fonctionnement sur le cerveau. Tu vas avoir le lion's mane qui va avoir une capacité justement à booster ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouveaux neurones. Donc ça va venir vraiment supporter la partie, le cognitif, tout ce qui tourne autour de la concentration, la mémoire, la clarté d'esprit, etc. Avec une petite action aussi anxiolytique, abaisser justement les niveaux de stress, etc. Le reishi, pareil, avec un côté beaucoup plus apaisant, etc. Tous ces champignons-là, ils vont avoir des effets qui n'ont rien d'hallucinogène. Il y a aucun, on va pas voir des choses, la perception des choses n'est pas modifiée, c'est simplement des effets au niveau biologique et ça va venir soutenir certaines fonctions du corps. Les champignons hallucinogènes, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que le fonctionnement, et je ne suis pas une professionnelle des champignons hallucinogènes, donc je vais éviter d'employer trop de notions scientifiques parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais le composé qui est intéressant, c'est la psilocybine, et pour le coup, sous hallucinogène, tu vas avoir une perception des choses qui va être changée, tu vas vivre les choses de manière différente aussi, émotionnellement parlant, on n'est pas dans le même état, enfin bref. Il y a tout un processus qui fait que ça va te changer pendant un certain nombre d'heures. Après, étant donné les études cliniques qu'on commence à avoir maintenant sur les hallucinogènes, sur les champignons qui contiennent de la psilocybine, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à ce sujet-là dans un domaine thérapeutique. C'est-à-dire que filer des champignons à tout le monde pour que tout le monde s'éclate et une distorsion au niveau visuel et passe entre guillemets un bon moment, c'est pas le but. Parce que d'ailleurs, bien souvent, c'est pas forcément un très très bon moment. Par contre, utiliser des champignons, comme c'est déjà le cas dans certains pays, à des buts dans un but thérapeutique, que ce soit pour solutionner des problématiques de dépression sévère, d'anxiété très très sévère, qu'on n'arrive pas à solutionner avec d'autres moyens naturels, ou, euh, ou voilà, enfin, les utiliser dans un contexte thérapeutique avec un psychiatre à côté, avec un environnement, dans une clinique, etc., je pense que ça peut être intéressant et visiblement,
d'après moi, mes recherches, il y a de plus en plus d'études cliniques qui portent là-dessus. Et je pense que ça va être probablement très intéressant dans quelques années parce qu'on va voir ce type de thérapie émerger un petit peu partout, si les autorisations légales apparaissent, etc. Pour l'instant, moi, je ne vais pas recommander de prendre des champignons hallucinogènes, mais Bien sûr. je prends un risque en plus en me positionnant de cette manière-là, mais je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine, encore une fois, d'être considéré parce que, en termes d'études cliniques, il y a de plus en plus de côtés très très positifs qui visiblement ressortent des études cliniques. Donc pourquoi pas, je veux dire, c'est quelque chose qui est naturel. Il y a très 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 peu de chances que lors de notre évolution en tant qu'espèce, on n'en ait jamais consommé. Enfin, c'est impossible. C'est bien évidemment que nos ancêtres en ont consommé. Euh, et est-ce que ça aurait pas peut-être pour certaines personnes aider à trouver des idées de génie, aider à sortir, d'avoir une mentalité qui sort un petit peu de la norme, etc. Je pense que ça a fait beaucoup de bien, probablement. Et pourquoi pas les utiliser pour que ça fasse encore plus de bien dans un contexte encadré. Et voilà, je pense que moi, je ne suis pas du tout contre et je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être considéré et que ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qui se passe à l'étranger, notamment sur l'utilisation de ces champignons pour éventuellement nous en inspirer pour l'avenir. Ouais. Bah, je te rejoins aussi parce que pour avoir fait les recherches, je reviens à la même conclusion que toi. En termes de dépression, ça peut aider les personnes qui ont des graves dépressions. Ça peut aider aussi contre les addictions parce que la psilocybine n'est pas addictive. Comme on pourrait la considérer comme une drogue, alors qu'en fait, elle aide justement à se libérer des addictions. Elle aiderait aussi les personnes qui sont par exemple en phase terminale de cancer à mieux accepter la mort, à être plus voilà plus serein. Et il y a aussi une histoire de neurogénèse que ça favoriserait la création de nouveaux neurones. Et après, je sais pas si tu as Alors, entendu parler. Vas-y si tu veux rebondir. alors, d'après ce que, mais je peux me tromper, hein. Au contraire, j'adore me tromper parce que comme ça me permet d'apprendre des choses. Mais il me semble que c'était plutôt au niveau de la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'en fait, Oui, alors, pardon, je me suis trompé de terme. c'est vraiment, ça va te pousser à créer en fait des nouveaux chemins neuronaux dans ton cerveau, mais de la même manière que certaines postures de yoga, par exemple, te permettent justement de faire travailler ta neuroplasticité. Le fait d'apprendre te permet de faire travailler ta neuroplasticité. Hmm. Et l'intérêt, justement, dans un contexte justement de cercle vicieux à cause d'une addiction, etc., ça permet de sortir, de voir d'autres possibilités, de sortir de ce cercle vicieux-là et de créer en fait d'autres canaux neuronaux dans ton cerveau pour pouvoir emprunter des nouveaux chemins, pour pouvoir créer de nouvelles habitudes, pour pouvoir sortir un peu de ces schémas qui se sont tellement, qui se sont cristallisés en fait entre guillemets à l'intérieur de ton cerveau. On Hmm. parle des schémas, hein, je dis pas que le cerveau se cristallise, hein. Et ouais, je voulais terminer sur le fait que tu disais que c'est obligé qu'on en ait consommé. Et je sais pas si tu connais la théorie du singe défoncé. Comme quoi De nos ancêtres, aged apps, ouais. voilà, en Ouais, anglais, j'avais plus le terme. Comme quoi, en fait, vu que ça pousse dans la bouse de bovins, de ruminants, ben on en a forcément consommé et que du coup, ça aurait pu contribuer au développement de notre cerveau. Et c'est pour ça qu'on aurait, voilà, eu un gros boost, une grosse évolution très rapide dans l'évolution humaine grâce à ces champignons. Mais après, ça reste qu'une théorie, on saura pas, on saura jamais. Mhm. le problème, c'est qu'en fait, à moins d'inventer la machine à remonter le temps, c'est compliqué d'avoir encore une fois, ouais, d'avoir des preuves scientifiques là-dessus. Mais je pense que, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas consommé? Ça existe depuis la nuit des temps, c'est toujours là, visiblement c'est toujours juste à côté de nous, parce que bah, à partir du moment où on commence à avoir des animaux domestiques, c'était forcément à côté de nous. Et honnêtement, c'est pas très très. Enfin, même en France, on peut en trouver. Il suffit d'aller dans certains champs et il y en a même en France. Donc, j'ai envie de te dire, bien évidemment que on en a probablement consommé. Est-ce que ça a aidé l'espèce humaine à devenir ce qu'elle est maintenant? J'en sais rien, mais peut-être. Peut-être parce que encore une fois, quand c'est bien fait, et alors à l'époque c'était peut-être pas très bien fait, mais peut-être que si, parce qu'en fait quand tu regardes
Quand tu regardes les civilisations anciennes, justement des populations qui ont gardé des méthodes très anciennes de pratiques médicinales, tu vois qu'il y a tout un cérémonial qui est fait autour. C'est-à-dire que tu vas pas le prendre comme ça, c'est vraiment pour des rites de passage. Donc ils ont compris depuis des millénaires que c'était quelque chose qui était très important. Et que donc c'était quelque chose qu'il fallait prendre donc, avec parcimonie, dans un contexte vraiment particulier. C'est pas voilà en mode on va être défoncé tous les jours les gars, ça n'a rien à voir avec ça. Et donc je pense que oui, c'est possible que ça ait fait partie de nos modes de guérison, de notre médecine ancestrale. Ça fait partie de la médecine ancestrale d'un certain nombre de pays, enfin d'un certain nombre de populations. Donc oui, je pense que ça. Encore une fois, on n'en saura rien, mais je la connais cette théorie et elle peut faire sens. Elle peut. Elle peut, ouais. En tout cas, c'est clair que c'est une médecine ancestrale et chaque population avait sa propre médecine. Il y avait voilà, ça pouvait être la psilocybine, ça pouvait être la ayahuasca pour les Amazones, ça pouvait être l'opium pour les Indiens. Enfin, ils ont tous eu d'une manière ou d'une autre une plante qu'ils ont considérée comme un grand esprit, comme une médecine, qui sont venus en fait leur apporter des choses. Donc moi j'adore. Enfin moi ça me fascine tous ces trucs-là, bien que ce soit interdit pour des raisons j'allais dire évidente, mais non, parce que quand t'acceptes l'alcool et d'autres drogues, mais que tu refuses d'autres trucs, enfin bref, après ça c'est un autre sujet. C'est un très très grand sujet. Ouais. Parlons de culture. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense aussi que on a besoin de. Encore une fois, c'est un peu. Je pense que ça arrivera. Ça arrivera au moment où on en aura besoin, au moment où il y aura assez d'études cliniques qui porteront dessus, Yes. et au moment où on sera en capacité au niveau du pays de bien de créer un environnement qui permettra qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas de... Parce que moi, je considère que l'alcool, c'est de l'abus total. Enfin, c'est de la dérive totale. On en a partout. Ça fait partie de notre culture complètement. Et pourtant, ça fait des ravages. Donc, au contraire, il ne faut pas que des choses qui potentiellement pourraient être bien, même si je considère que l'alcool n'est pas forcément bien. Et d'ailleurs, toutes les études prouvent que même à petite dose, c'est pas bon pour le cerveau. Mais comme Ouais. toutes les choses qui te permettent justement de te désinhiber ou de sortir un petit peu de ton schéma de pensée habituel, je pense que ça a besoin d'être maîtrisé et je pense que ça arrivera quand on aura la capacité de le maîtriser pour les masses, quoi. Mhm. Et de le garder sacré aussi, tu vois, de pas rendre les Bien choses sûr. profanes. Comme Mm. aujourd'hui, le tabac, qui à la base est une plante sacrée et utilisée dans des rituels, bah aujourd'hui c'est dans un tube Marlboro avec plein de merde dedans et puis c'est devenu profane. Donc toujours, Exactement. enfin moi je garde toujours ce côté sacré avec une intention posée et faire les choses correctement dans le respect de la substance. Bien sûr. Et encore une fois, c'est dans le respect du fonctionnement de ton cerveau aussi. C'est-à-dire que Ouais, pour que ton cerveau comprenne quelque chose, on parlait d'assimilation tout à l'heure, pour qu'il assimile quelque chose, il faut qu'il y ait un contexte. Il faut qu'il y ait, si on crée des petits rituels, si on crée le fait de poser une intention avant de faire quelque chose, tout ça, c'est pour aider notre cerveau à le faire, en fait, à lui faire comprendre en tout cas, lui faire assimiler ce que tu veux qu'il assimile. Et si tu enlèves nous on dit, oh, mais c'est du tintouin tout autour, là, on s'en fout de tout ça. En fait, non, c'est juste que on a oublié que notre cerveau avait besoin de tout ça pour que ça fonctionne. Et notre cerveau a besoin de repères, il a besoin de contexte, il a besoin de plein de choses. Et donc, si tu enlèves tout ça, bah oui, tu n'as que la moitié du truc. Et ouais, donc, tu prends pas en considération le fonctionnement, enfin, les neurosciences, le fonctionnement de ton cerveau. clairement. Je vais tomber sur la dernière partie du podcast. Et j'aurais voulu encore parler pendant des heures tellement que c'est passionnant tout ça. Donc j'ai quelques petites questions à te poser. Tout d'abord, où est-ce que les gens pourraient te retrouver sur les réseaux et si tu as un site internet, si on pourrait les gens veulent acheter un de tes élixirs. Alors, bientôt, allez, je fais un petit disclaimer parce que ça arrive dans vraiment pas longtemps. On va sortir du café aux champignons. Ouais,
Alors attention, c'est du café qui sera du coup moins chargé en caféine pour éviter justement le côté. Le but, c'est pas de foutre tout le monde sous 10 tonnes de caféine. Un peu de caféine, c'est pas mauvais, faut pas en abuser non plus. Donc vraiment un café qui va permettre d'apaiser, enfin, d'abaisser en fait l'effet de la caféine, donc moins de caféine. Et je vais pas trop rentrer dans les détails, mais tous les bienfaits des champignons, etc. Donc ça, normalement, ce sera annoncé dans quelques semaines, disponible dans un mois et demi à peu près. Euh, Génial. et donc, je vais communiquer pas mal sur les réseaux, etc. à propos de ça. Et les élixirs sont d'ores et déjà disponibles et disponibles depuis quelques mois maintenant. On a un site internet qui s'appelle manalab.fr. Et d'ailleurs, quand on tape Manalab champignon ou Manalab adaptogène ou Manalab tout court, en général, on nous trouve très facilement sur Google. On a aussi du coup un Instagram qui s'appelle Manalab Wellness. Et moi, j'ai un LinkedIn sur lequel je poste de temps en temps certaines choses et une chaîne YouTube sur laquelle justement enfin, j'essaye de faire un maximum d'éducation justement. Donc, s'il y a des petits questionnements, des petits questionnements un peu comme ceux dont on vient de parler, ça peut être intéressant. J'essaye de donner un maximum d'informations là-dessus. Super. Bah, je mettrai tous les liens en description, comme ça les gens ils pourront aller directement voir et Ouais. voir un petit peu ce que tu fais. Euh, J'aimerais ensuite te demander, est-ce que tu aurais un petit défi pour les auditeurs qui nous écoutent, ou alors si tu voudrais partager un truc vraiment qui a changé ta vie et que tu dirais, bah, allez-y, faites le test, à proposer, à essayer pour nous, même pour moi, un petit défi comme ça qui pourrait nous aider. Prenez des champis. Non. Précise lesquels parce que tu pourrais avoir des problèmes. Je te confirme. Il faut que je fasse gaffe. Non, alors, justement, pour sortir un petit peu pour avoir quelque chose qui ne coûte rien et est facile à mettre en place. euh, ok, je dirais, je peux en donner deux. Ouais, allez, vas-y, hein, c'est toujours mieux. Le premier truc, c'est de commencer à se mettre à la respiration. Tout ce qui est travail de Yes. respiration. Enfin, moi, je suis prof de breathwork aussi, donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a plein de types de respiration qui peuvent agir sur le corps de manière assez incroyable. Des respirations qui te permettent justement d'augmenter un peu, de booster, de faire monter la motivation. Des méditations qui permettent de t'apaiser, de trouver le sommeil plus facilement, voilà, de te sentir bien et apaisé. Et des méditations qui vont te permettre de travailler sur tes traumas, de travailler sur des choses qui sont très très enfouies, de travailler sur ton inconscient, etc. Donc la méditation, commencer, en fonction de son besoin, à s'intéresser à cette notion pardon, la respiration. Je crois que j'ai dit méditation. C'est Ouais, une mais certaine manière de méditation. c'est à peu près la même chose aussi, ouais. C'est Mm. une certaine manière. D'une certaine manière, ça, voilà, ça se rejoint vraiment. Donc d'essayer de trouver le type de respiration qui peut s'implémenter assez facilement dans le quotidien. Moi, j'aime bien faire, par exemple, de la cohérence cardiaque ou des exercices de respiration pour faire abaisser, justement, enfin, faire passer le système nerveux du sympathique en mode parasympathique. Mais voilà, de trouver un type de méditation, de respiration, je vais y arriver, qui Mhm. permet justement de l'implémenter dans sa vie de tous les jours de manière très simple. Et il en existe plein de types différents, donc il y en a pour tout le monde et il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, on en parlait, tu vois, je crois qu'on en parlait en off, mais on en parlait tout à l'heure, la nature. Moi, je vis en ville et c'est pas forcément facile, donc je sais ce que c'est. T'es Mais sur Paris, toi? je suis sur Bordeaux. Mais Bordeaux? j'ai été sur Paris pendant 3 ans, il y a quelques Ok. années. Mais là, non, je suis sur Bordeaux. Mais ça reste quand même vivre en ville. Donc je sais que c'est pas Ouais. forcément facile. Mais trouver le moyen d'avoir tous les jours un minimum d'exposition à la lumière du jour. C'est pas forcément au soleil, hein, parce que Bordeaux, il fait pas toujours beau. Hein, Mhm. mais avoir cette exposition à la lumière du jour, c'est tellement important. Et toi qui justement parles du rythme circadien, etc., c'est la base. C'est la base et c'est simple. Ça nous prend franchement pas beaucoup de temps. On va prendre un café en terrasse, on va prendre... même quand il fait froid, c'est pas grave, on se couvre bien, Ouais, mais on clairement. s'expose. Voilà, on s'expose à la lumière du jour. C'est pareil, c'est simple, ça coûte rien, ça prend pas longtemps. Et ça change tout. Ouais.
Bon bah du coup moi c'est des défis que je mets déjà en place, donc mais je Ouais, continuerai. Mais pour ceux qui écoutent, faites l'expérience et vous allez voir par vous-même. Et même pour la respiration, ça a clairement changé ma vie. Et ça fait partie de ma routine matinale. Tu vois, en ce moment, le matin, j'adore faire, je peux faire des respirations de type Wim Hof, d'hyperventilation, parce que ça va me donner ouais, une clarté mentale. Et j'adore aussi faire Kapalabhati ou Bhastrika, qui vont être aussi assez dynamisantes. Et toujours dans cette optique, tu vois, de carburer au niveau cérébral. Et ouais. puis le soir, je peux faire un petit Nadi Shodhana, une respiration carrée, même quand je marche. J'adore faire Mhm. une respiration carrée pendant que je marche. Et la respiration, vraiment, pour le système nerveux, pour se retrouver le calme, c'est le top, quoi. C'est un gros dada. Bah ouais, c'est Ouais, et je sais que j'aurais pu trouver des trucs qui sont un peu plus bah, que toi tu potentiellement connaîtrais pas, etc. Mais je pense que ou que tu implémenterais pas déjà. Mais je pense que là, c'est le début de l'année. On a tous une liste énorme de trucs qu'on aimerait faire. Tu sais, cette année, c'est oui, moi je veux courir tant par jour, et puis je veux perdre 10 kilos, et puis je veux, enfin bref, des tablettes de chocolat et tout le bordel. Et en fait, je pense qu'on a déjà tous plein de trucs. Et ça, franchement, c'est tellement simple à mettre en place que c'est même pas un truc qui va faire partie des to-do, tu vois, des cases à c'est cocher. clair. C'est un truc qui va juste faire partie de ta life, d'autant plus l'exposition à la lumière du jour, parce que c'est juste se forcer à aller prendre un café en terrasse, il y a quand même pire. Et donc c'est vraiment tellement simple que je pense que c'est déjà, si tout le monde arrive à faire ça, on est déjà bien. Ouais, carrément. Bah merci beaucoup. Et puis j'encourage tout le monde à faire ces petits rituels. Merci Euh, à toi. une autre question. Est-ce que tu me recommanderais un invité? Ben, le problème, c'est que je connais très peu de. Je reconnais très peu enfin, ouais, je connais très peu de gens sur le domaine français en francophone. Euh, ouais, je connais très peu de gens francophones. Enfin, si, il y a quelqu'un, mais je sais pas si tu l'as déjà invité ou pas. Quelqu'un que j'aime bien et que je sais que tu connais parce que j'ai vu que vous étiez plus ou moins liés sur Instagram, qui s'appelle Bastien, le druide moderne. Mais je sais pas si tu l'as déjà invité ou pas. Alors Bastien, c'est mon frère de cœur. J'ai passé le nouvel an avec lui. Je l'ai déjà eu en podcast, donc ouais, ouais. Et je trouve que son message ouais, est pas mal. Et c'est vrai que, encore une fois, pour tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est euh, équilibre au naturel, je connais très peu de monde dans la sphère française. Hmm. Je vais essayer d'y réfléchir et te l'envoyer, mais là, honnêtement, j'aurais personne à donner. Je consomme que du contenu en anglais. Ouais. C'est catastrophique. Bah, tu sais quoi, Bastien, ça me va très bien parce que je devrais le revoir en février et on voudrait tourner un podcast ensemble, se refaire un deuxième round. Donc moi, ça me va. Bon, bah super. Ça colle. J'ai une petite tradition là qui vient tout juste d'arriver dans le podcast, c'est qu'en fait, je demande à l'invité précédent de poser une question pour l'invité d'après, sachant qu'il ne sait pas qui ce sera et toi, tu ne sais pas qui est-ce. Donc là, je vais te poser sa question qu'il a laissée. Et à la fin, en off, je te demanderai de poser une question pour l'invité précédent. Ok. Voilà, ça peut être, voilà, peu importe ce qui te passe par la tête. Alors, je vais retrouver la question. Tu iras voir l'invité d'avant pour savoir qui est-ce que c'était. Ouais, carrément. Alors, il m'avait demandé, qu'est-ce que c'est pour toi être aligné? Qu'est-ce que c'est pour toi être aligné? Euh, pour moi, être aligné, c'est quand... Alors pour moi, être aligné, c'est une sensation. C'est-à-dire que si je réfléchis vraiment à ce que ça signifie pour moi, c'est une sensation. C'est-à-dire me sentir à ma place, épanouie, à ma place et bien dans mon corps. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu... bah, j'ai un tatouage là. Il est moche, je sais, bref, c'était à l'étranger. Mais, mais pour moi, ça représente un peu les différents piliers dont j'ai besoin pour être alignée. Donc, c'est-à-dire que bah, j'ai besoin de faire une activité professionnelle et intellectuelle, de faire travailler mon intellect sur quelque chose qui est aligné avec mes valeurs, aligné avec mes intérêts. Donc, avoir vraiment l'impression d'apporter quelque chose au monde et en même temps
moi, d'apprendre des choses parce que je me nourris de ça. Donc, être aligné sur mes valeurs dans mon travail intellectuel, c'est-à-dire mon travail, de manière générale, professionnelle. Me sentir bien, c'est-à-dire avoir un corps qui est, entre guillemets, aligné, c'est-à-dire un corps qui se sent bien. Et, ouais, aligné, pour moi, c'est se sentir bien, épanoui et se sentir bien dans sa tête et dans son corps, quoi. C'est compliqué de donner une vraie définition d'aligné, C'est pas mais c'est se évident, ouais. sentir bien dans sa tête, dans son corps et dans le truc qu'on n'a jamais réussi à palper, dans sa spiritualité aussi, c'est-à-dire dans ses croyances et dans ses valeurs et dans ce qui fait que qu'on est nous, entre guillemets, ce qui fait que c'est pas juste comment on se sent à l'intérieur de la tête, comment on réfléchit, c'est vraiment cette espèce de truc sur lequel on n'arrive pas à mettre vraiment de nom. On appellera comme on veut, mais cette sorte de spiritualité qu'on a chacun et qui est très différente pour chaque personne. Super. Bah, merci beaucoup, Maëlia. Avec Comme pour plaisir. le début, je fais toujours un petit checking de fin. J'espère que le podcast t'a plu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'en as retiré de tout ça? Alors pour le coup, j'avais aucune idée je savais absolument pas ce que tu allais me poser comme question. Donc je me suis dit, bon, on va voir. C'est vraiment au feeling, comme ça. Mais je suis très contente. Je suis très contente de cet échange. C'est super sympa. Et encore une fois, je pense qu'on a abordé des sujets dont on parle pas beaucoup, en tout cas pas assez. Et je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus de monde et je trouve ça génial que tu fasses ça avec ton podcast, que justement tu apportes des sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter et qui permettent d'avoir une pensée qui est moins uniforme et qui permettent de se poser des questions, de traiter des sujets qui parfois sont peut-être un peu tabous, d'aller vers l'avant de manière bienveillante, positive. Et ouais, je suis très contente de cet échange et je t'encourage à fond sur ton podcast et tout ce que tu fais parce que je pense que c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Très enrichissant Merci pour à moi toi. aussi d'aborder ce genre de thématiques et de parler vraiment des fondamentaux, des choses de base, quoi, qui font la santé de tout le monde. Donc vraiment merci aussi pour le travail que tu fais, pour ta mission, parce elle est très belle. Elle respecte le vivant, elle respecte l'être humain et je t'encourage à fond. Et j'ai hâte de suivre aussi ta progression et pourquoi pas te réinviter dans le podcast. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi.